Mérite, hein. Ça se mérite ce soir. Hein. Bon, bonsoir à tous, merci. Désolé pour ce début retardé pour un problème purement technique et informatique. Donc, bienvenue à ce conseil municipal du 17 décembre. Nous allons commencer par l'approbation du compte-rendu du précédent conseil. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous allons également désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance volontaire. Oula, pas tous. Alors Laure ou Magali ou... Alors Magali, allez. Donc Magali est candidate retenue à la majorité. Tout le monde est d'accord. Eh bien, merci à tous. Donc, comme vous le savez, traditionnellement, en décembre, nous avons... Les pouvoirs, pardon. Surtout qu'il y en a beaucoup ce soir. Alors, Jean-Louis Berger donne son pouvoir à Jean Reynaud. Christian Turban donne son pouvoir à Pierre-Yves Combes. Sophie Thévenet donne son pouvoir à Salvatore Caltagirone. Vincent Corbasson donne son pouvoir à Antoine Renaud. Aude Salène donne son pouvoir à moi-même. Audrey Lambert donne son pouvoir à Magali Bazia. Et Pascal Lepinet donne son pouvoir à Laure Despinet. C'est ce qu'on appelle le tour des pouvoirs. Voilà, comme je vous disais, traditionnellement, c'est le mois de décembre et la période où on vous présente le budget qui sera effectif dès le 1er janvier, puisque la spécificité de notre commune est de voter son budget en décembre, alors que de grand nombre de communes le votent en mars ou en avril. Nous, on a toujours souhaité avoir cette visibilité et se dire d'être opérationnel dès le premier jour du mois de janvier. Donc, une présentation traditionnelle. Donc, par contre, cette année, quelques spécificités qu'on a dû prendre en compte dans la construction du budget. Puisqu'il a été élaboré dans un contexte national très incertain, alors encore plus incertain maintenant qu'on n'a plus de gouvernement, on devrait bientôt en avoir un. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de budget avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, on avait dans la construction du budget pris en compte les éléments qui étaient présentés dans la loi de finances qui aurait dû être normalement votée. Il n'y avait pas eu la motion de censure, en sachant que la motion de censure était sur la phase avant, parce que c'est sur le budget de la sécurité sociale. Donc, ce n'était même pas sur le budget de l'État. Mais voilà. Donc, malgré tout, on est resté sur les éléments qui étaient présentés dans la loi de finances 2025 pour construire le budget. Donc, principalement en termes de recettes, puisque au niveau du FCTVA et des dotations, il y avait des évolutions qui étaient prévues dans la loi de finances, donc qu'on a préféré prendre en compte pour ne pas être trop optimiste sur le volet recettes et faire un budget pas tout à fait sincère. Alors, les communes qui ont décidé de retarder un peu le vote de leur budget, je pense que malgré tout, je ne suis pas sûr que la loi de finances soit votée avant début avril. On verra comment les choses se passent, mais voilà. Mais bon, malgré tout, on présente un budget qui a été bien réfléchi, qui est prudent, mais qui est aussi réaliste. Comme d'habitude, dans la présentation, il y a des évolutions. On souhaite faire apparaître les évolutions de budget primitif à budget primitif, donc de 2024 à 2025, sans prendre en compte les ajustements qu'on a fait en cours d'année par le biais des décisions modificatives. Donc on parle bien à chaque fois, on est bien sur le même périmètre, le budget primitif de la commune. En termes d'évolution de la section de fonctionnement, donc sur les dépenses courantes de gestion, qui se montent à 4 525 000, elles sont en augmentation de 196 000 euros, qui fait une augmentation de 4,5%. Nos recettes de gestion courante à 5 596 000 sont en augmentation de 165 000 euros, donc soit 3%.
Donc à ce niveau-là, on s'aperçoit quand même malgré tout que nos dépenses augmentent plus vite que nos recettes. Donc ce qui n'est pas forcément gage de sérénité, mais malgré tout, on le verra plus loin dans la présentation, que si on intègre toute la partie remboursement de la dette, on a finalement une évolution qui est inversée, puisqu'on arrive à augmenter notre épargne de gestion, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Mais malgré tout, on est vigilant. Après, comme on vous le disait, dans les hypothèses de la loi de finances, on perd un certain nombre de recettes. On a des dépenses supplémentaires dont on évoquera aussi, qu'on subit pour certaines, puisque celles ne sont pas de notre fait. Donc, si on prend la partie dépenses, le petit tableau récapitulatif général dans un premier temps. Donc, les charges de personnel, c'est là où on a la plus forte augmentation, 214 000 €, ce qui fait 8,9%. Donc, une augmentation, j'allais dire, vertigineuse, mais malgré tout, tout à fait contrôlée ou digérée. Les charges à caractère général, elles augmentent très faiblement de 0,2%. 1 609 000 €. Les participations, dotations, subventions, indemnités et atténuation de produits, elles sont aussi légère diminution, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, à moins 20 000 € à 303 000 €, ce qui fait une baisse de 6%. Monsieur le maire, qu'est-ce qui fait que les charges de personnel augmentent autant cette année? Attendez que j'ai fini la présentation, parce que si vous posez des questions avant que j'ai commencé, si à la fin vous n'avez pas les réponses, je vous les donnerai, mais on a prévu quand même de vous expliquer un peu. Je vous dis que il y a 52 diapos, on n'en est qu'à la 7e. Donc, non, mais ça va vite, hein, malgré tout. Il faut prévoir 1 heure. Je vous l'ai dit, c'est chaque année, j'essaie de me maîtriser pour faire en 1 heure. Donc, le premier indicateur qu'on regarde traditionnellement, c'est les dépenses par habitant. Donc, cette année 2025, elles seront évaluées à 1 315 € de dépenses par habitant. On se compare toujours au ratio de notre strate de population, donc les communes inférieures à 3 500 habitants. Les ratios de la strate, ils sont habituellement, dans les communes de notre taille, elles sont de 788 € par habitant. Donc on s'aperçoit qu'on a un ratio de dépenses qui est 67% au-dessus des communes de notre strate. Donc gardez le chiffre en tête, puisqu'il faudra regarder la partie recettes par habitant, qui est heureusement pour nous dans la même proportion. Si on regarde les 3 principaux blocs de dépenses de fonctionnement, on y revient. Donc, il y a les dépenses de personnel, 58%, les charges à caractère général, 35%, les transferts, indemnités et subventions à 7%. Chaque année, on vous présente le coût d'un certain nombre de services de la commune. Donc, le premier concerne l'univers des tout-petits, donc notre crèche. Pour rappeler que le coût d'une place en crèche, c'est 19 202 €, dont vous apercevez 91% de charges de personnel. Les recettes moyennes pour une place de crèche, c'est 12 580 €. Dans les recettes, il y a la part financement des familles en fonction de leur quotient familial, et le complément qui est donné par la CAF et le département pour arriver aux 12 580 €. Donc, il veut bien dire qu'on a un coût résiduel qui reste à la charge des finances ou du budget de la commune ou des finances générales de la commune de 6 622 € par place. Donc, comme on sait tous qu'on a 40 places, ça veut dire que l'univers des tout-petits pèse dans les finances communales à hauteur de 265 000 €. Un autre service, donc la restauration scolaire. Le coût d'un repas, c'est 7,72 €. Là, le pourcentage des charges de personnel est assez important, même s'il l'est beaucoup moins que sur l'espace petite enfance. Donc, la recette moyenne pour un repas, c'est 4,80 €, ce qui fait un coût résiduel pour un repas de 2,92 €, sachant qu'on sert en moyenne 34 000 repas par an.
On a un coût résiduel pour la commune de 99 000 euros. Juste, on vous a mis un petit astérix pour vous dire qu'on a changé donc le marché, mais on l'avait vu ici lors du conseil municipal, et que sur le nouveau marché qu'on a renégocié avec la société HSBC, on a souhaité différencier le coût des repas maternels et élémentaires, donc maternel qui est inférieur à celui de l'élémentaire, tout simplement parce que les quantités attendues dans le cahier des charges ne sont pas les mêmes. Donc avant, l'entreprise avait moyenné un tarif et on a préféré, en termes de clarté, séparer les deux. Et bien entendu, mais ça vous l'avez tous en tête, que dans le nouveau marché, on avait sorti la fourniture du pain, puisque le pain est maintenant fourni par la boulangerie du Fontanil. Les délices de Lucas, la plus grande satisfaction de la quasi-totalité, alors pour ne pas dire la totalité, mais des enfants qui adorent le pain du Fontanil. Donc c'est une très bonne chose. Et ça fait travailler notre commerce local. Le dernier service sur lequel on voulait également revenir, c'est l'école de musique. Également, là, le coût d'un élève est de 1 171 euros, dont 98% de charges de personnel. La recette moyenne pour un élève s'élève à 474 euros. Le coût résiduel pour un élève et parent est donc de 696 euros. On vous a mis l'évolution depuis qu'on a fait les travaux en 2011. Donc avant qu'on engage tous les travaux de réfection et de redynamisation de l'école de musique, on était environ à 64 élèves. Et depuis, vous voyez, depuis 2021, on est stable à 150 élèves en moyenne. Donc ce qui fait un coût résiduel de 104 000 euros pour les finances communales. Voilà quelques illustrations qu'on aime bien refaire. On part souvent sur les mêmes d'une année sur l'autre. On réactualise les chiffres, mais ça permet quand même d'avoir à l'esprit le coût des services qu'on offre à la population. Et à quoi servent aussi nos impôts indirectement. Sur les dépenses de personnel, et pour répondre à l'inquiétude et l'interrogation de M. Didier Laurent, donc comme je le disais, une évolution significative de 8,9% de nos dépenses de personnel, qui vont se monter pour 2025 à 2 613 000 euros. Il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer. Il y a l'augmentation des charges patronales sur la CNRACL, donc c'est la retraite, pour être tout à fait précis. Là, c'est un décret qui a été pris par le gouvernement juste avant, qui a été pris ou qui va être pris, qui a été pris juste avant que le gouvernement rende les clés. Donc, ce qui est une augmentation qui se produira sur plusieurs années, avec une augmentation progressive. Donc, là, qu'on avait pris à l'époque une augmentation de 4 points, dans la pratique, ça va être que 3 points, donc on récupérera une petite marge. Ils ont décidé, au lieu de le faire sur 3 ans, l'augmentation, donc 4 points pendant 3 ans, finalement, ça va être 3 points pendant 4 ans. Mais l'augmentation sera bien la même au final. Il y en aura une augmentation de 12 points, qui en pourcentage fera plus. Et pour les finances de la commune, cette augmentation des charges patronales se traduit par un surcoût de 60 000 euros. À côté de ça, le service scolaire, on y reviendra tout à l'heure, où on s'aperçoit que d'année en année, on ne sait pas si ça s'arrêtera un jour, si ça s'arrêtera si 100% des élèves viennent à la cantine, mais ce n'est pas le cas encore. Mais au fur et à mesure, on a une augmentation du nombre d'enfants qui viennent à la cantine. Et forcément, on verra tout à l'heure une augmentation du nombre de repas achetés, mais aussi, et comme vous l'avez vu dans la présentation, les frais de personnel représentent 67% du coût de fonctionnement de la cantine. On est amené, en toute logique, à mettre plus de personnel, donc à avoir une augmentation du coût du personnel sur le service scolaire de 100 000 euros. L'année dernière, ou en tout début d'année, non, l'année dernière, il y a un an, on a mis en place la prime de mobilité. On en avait parlé ici, au sein du conseil municipal, pour nos agents, donc favoriser les mobilités douces, donc tout ce qui n'est pas véhicule à moteur.
Donc on l'avait voté, ça a été mis en place sur l'année 2024 et à l'issue de l'année, les personnes qui ont utilisé les mobilités douces se verront attribuer une prime et on a prévu une enveloppe puisque la prime sera versée au mois de janvier ou février, une fois qu'on aura fait les décomptes de l'année. Et donc on a prévu une enveloppe de 10 000 euros pour cette première année d'expérimentation. Deuxième élément fort, et là c'est un souhait de l'équipe municipale, de favoriser l'apprentissage et les stages au sein des services, plutôt administratifs. Donc nous avons cette année une alternante, donc a commencé en cours d'année. Il est prévu, donc elle fera son cycle sur une année scolaire. Il est prévu pour septembre de l'année prochaine. On prête un autre étudiant en alternance. Cette année, c'est une personne qui est en licence. Alors, je ne sais plus si ça s'appelle encore licence. Si, c'est toujours licence, en troisième année d'études. L'idée pour l'année prochaine, ce sera de prendre un Master 2, donc qui sera en cinquième année, en rapport avec donc le droit des collectivités territoriales. Donc, c'est un master qui est sur Grenoble. Donc voilà. Et à côté de ça, on va aussi essayer d'accueillir en stage, toujours des étudiants, forcément, en sachant que si les stages sont un peu plus longs, on est obligé de les rémunérer. Donc on est obligé de prévoir une enveloppe aussi pour les rémunérer. Voilà sur les dépenses de personnel. Est-ce que M. Didier Laurent, ça répond à... Après, vous ne retrouvez pas pile les 214 000 euros dans nos explications, mais la plus grosse part, après, c'est des ajustements. On a une petite augmentation des coûts de la police municipale, service refacturé par la ville de Saint-Égrève, entre autres, et c'est une bonne chose liée au fait qu'ils ont revu le régime indemnitaire des policiers municipaux à la hausse. On en avait discuté avec les élus de la ville de Saint-Égrève. On souhaitait également que le régime indemnitaire soit augmenté, la spécificité de la police municipale, c'est qu'il y a une concurrence très forte entre communes pour essayer d'atterrer les policiers municipaux qui ne sont pas assez nombreux. Et du coup, à Saint-Égrève, au fur et à mesure que les gens étaient formés, ils avaient tendance à partir juste après pour aller à Grenoble ou ailleurs où les primes étaient plus importantes. Donc là, la ville de Saint-Égrève a fait un effort significatif au niveau du régime indemnitaire et ça va permettre de pouvoir attirer des policiers municipaux formés par voie de mutation, parce qu'avant, ils n'y arrivaient pas. À chaque fois, c'était des gens non formés, donc qui partaient 6 mois en stage de formation et qui étaient opérationnels au bout de 6 mois. Donc là, on avait une réunion cet après-midi avec le maire de Saint-Égrève et les services pour faire un point. Et du coup, ils vont lancer là j'allais dire dans les heures, mais dans les jours à venir, une offre d'emploi. Et déjà, il se dit, puisqu'ils ont déjà communiqué sur le fait que le régime indemnitaire serait augmenté, a priori, il y a des candidatures qui devraient arriver par voie de mutation. Donc, ce qui est plutôt encourageant. Et ce qui permet d'avoir, je rappelle que l'effectif de la police municipale pluricommunale est de 8 agents, 7 financés par la ville de Saint-Égrève et 1 financé par la ville du Fontanil. Et ça permettra d'avoir, sur la durée, un maximum d'agents effectivement présents sur le terrain. Voilà sur les dépenses de personnel, les dépenses de transfert, subventions et indemnités. Donc, ils sont en diminution de 20 000 euros, donc 6% de moins, liés à différents éléments. La subvention du CCS est maintenue à hauteur de 60 000 euros, au même niveau qu'en 2024. Les subventions aux associations sont également maintenues à 58 000 euros, à l'identique de l'année 2024. Les indemnités des élus sont en diminution de 4 000 euros avec 61 000 euros. Et la redevance déchets de la métro, voilà, on a changé l'imputation. Donc c'est en moins sur cette ligne, mais ça sera en plus sur une autre ligne. La trésorerie a souhaité qu'on change d'article budgétaire. Donc je rappelle qu'ici, maintenant, on a l'obligation de payer à la métropole l'évacuation, une quote-part théorique de ce que mettent
les utilisateurs de nos bâtiments municipaux dans les containers enterrés. Donc c'est très théorique, mais malgré tout, c'est 11 000 € qu'on reverse à la métropole pour ça, en sachant qu'initialement, on ne payait rien, bien entendu, puisque quand le transfert de charge a été fait à la métro, on avait transféré les charges et les produits, en sachant qu'à l'époque, on mettait nos déchets dans les containers et que ce n'était pas payant. Donc, au fur et à mesure, alors après, c'est aussi pour se conformer à des directives, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que des charges supplémentaires nous arrivent dessus au fur et à mesure, puisque là, on parle de la redevance qu'on verse à GAM, donc Grenoble-Alpes Métropole, mais on y reviendra plus tard. On est aussi amené à payer maintenant l'évacuation de nos déchets qu'on ne peut plus emmener à la déchetterie, les déchets verts principalement, et qu'on doit emmener dans une déchetterie privée et payer. Donc, ce qui fait là également un coût supplémentaire pour les finances communales. Les dépenses à caractère général, donc c'est celles qui font fonctionner l'ensemble de nos services au quotidien, où là, on a vraiment travaillé pour essayer d'éviter l'évolution trop forte des dépenses. Donc on est bien arrivé puisqu'on a une évolution de 0,2%. Donc ce qui veut dire qu'on a une gestion rigoureuse pour ceux qui en douteraient encore. Dans les dépenses à caractère général, donc je vais y revenir sous différents volets. On va déjà voir les principales dépenses, que sont les achats de prestations de services pour 137 000 € en augmentation de 20 000 €. Donc, dans les achats de prestations de services, il y a quasiment exclusivement les achats des repas pour la cantine auprès du prestataire. Donc là, on voit bien que si les dépenses au niveau de la cantine augmentent au niveau personnel, les achats de prestations augmentent également. Énergie, gaz et électricité, là on est sur la stabilité. Alors, on a une légère baisse de 6 000 €, mais je veux dire qu'on est stable à 380 000 €. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ces dernières années, on voyait chaque année une augmentation assez vertigineuse de nos dépenses d'énergie. Donc c'est lié aussi au fait qu'on a beaucoup travaillé sur les dernières années, on verra pour l'année prochaine aussi, sur des plans visant à faire des économies d'énergie, parce que même s'il y a un tassement de l'évolution des coûts, malgré tout, il y a un gros travail qui a été fait sur nos consommations. Donc, une meilleure maîtrise des températures dans les bâtiments et aussi une politique très volontariste de l'équipe pour renouveler notre éclairage, aussi bien l'éclairage public avec des LED que l'éclairage dans nos bâtiments communaux, également avec des LED. Donc voilà, tout ça contribue à atténuer l'évolution du coût de nos énergies. Concernant les prestations de services, elles sont en diminution de 11 000 €, j'y reviendrai juste après. L'entretien des terrains, 136 000 €, j'y reviendrai également après. Elles sont en diminution de 14 000 €. Les frais de maintenance, 164 000 €, à peu près stable. Et l'entretien des voiries à 108 000 €. Et 12 000 € supplémentaires. Voilà. Une pompe. Alors, sur les contrats de prestation de services en diminution de 5%, donc dans les contrats de prestation de services, on vous a mis qu'on a optimisé les contrats, qu'on n'a pas prévu d'exhumation en 2025. Alors ça peut faire sourire, mais ça coûte vite assez cher et c'est des prestations, puisque ce n'est pas nous qui allons nous occuper de ça. On prend bien entendu un prestataire. Dans les prestations de services, donc on a la plus grosse partie à hauteur de 140 000 €. C'est la délégation de services publics qu'on a avec l'IFAC pour la gestion du centre de loisirs et du périscolaire du soir. On a également tout le volet déchets apportés dans la déchetterie. Donc en l'occurrence, nous, on va au plus près, on va chez SRPM.
Les prestations de balayage, le déneigement, puisqu'on prévoit toujours une enveloppe déneigement, même si on s'aperçoit souvent qu'on n'a plus besoin de l'utiliser, mais bon, on ne sait jamais. Et cette année, on a des dépenses un peu exceptionnelles et qui, pour une partie, seront récurrentes, puisqu'on a confié à un prestataire une mission pour travailler sur le RGPD, puisqu'on n'était pas tout à fait dans les clous, et qu'on a obligation d'être dans les clous, notamment vis-à-vis de tout ce qui concerne la vidéosurveillance. Donc on a confié à un prestataire la mission de nous mettre sur les rails, et puis après, il y aura un suivi qui sera fait chaque année pour s'assurer qu'on soit bien dans les clous à ce niveau-là. Sur l'entretien des terrains, donc une diminution de 14 000 euros, moins 9%. Donc deux volets, l'optimisation des contrats, et notamment sur l'entretien des cyprès. Alors, il y a un double sujet sur l'entretien des cyprès, puisque déjà, on les a sortis du marché d'espaces verts. Donc, ils sont maintenant sur un autre article budgétaire. Et après, sur l'entretien des cyprès, on a pris la décision de ne plus faire systématiquement une coupe par an, mais de le faire une coupe à peu près tous les 3 ans, qui devrait être suffisant. Donc sur l'entretien des terrains, on a toute la partie faucardage, l'entretien des espaces verts par la société EVD, les espaces verts et les haies par l'entreprise Soliev, l'entretien des terrains de sport en herbe est stabilisé. Alors les stabiliser, on ne va plus en avoir. Et l'entretien des filets de protection qui sont à notre charge, puisque certains filets de protection sont à la charge de la commune et d'autres, regarde Renault, et d'autres sont à la charge de la métropole. En fonction de leur rôle et de leur implantation, soit ça a été transféré à la métro dans le cadre de la GEMAPI, soit ça reste, si c'est compétence communale, donc ça reste à notre charge, bien entendu, d'assurer leur entretien. Sur les hausses les plus significatives, donc je ne reviens pas dessus, c'est l'achat de prestations de services et l'entretien de la voirie pour 108 000 euros, qui fait 13 000 euros de plus, soit 13% de plus. Rappelez que dans l'entretien de la voirie, la grosse partie concerne les prestations de l'ESAT, qui s'occupe du nettoyage de la voirie, et le deuxième volet est le nettoyage du marché chaque dimanche. Donc voilà pour une grosse partie ce qui revient dans l'entretien des voiries, sachant que je rappelle que l'entretien plus lourd des voiries est à la charge de la métropole. Nous, on a, au niveau de la voirie, on n'a plus que l'entretien, ce qu'on appelle le nettoyage. Voilà. Et pour dire que, voilà, par rapport à l'année dernière, il n'y a pas d'évolution des sommes. C'est plus que l'année dernière, au budget initial, on avait un peu sous-estimé la somme. Et donc, on a été amené à le corriger en décision modificative et là, le prendre en compte dès le budget primitif. Au niveau des frais financiers, c'est là où aussi où on est, mais j'y reviendrai, on est assez satisfait de notre performance puisque nos frais financiers diminuent, passent de 184 000 à 159 000, donc ce qui veut dire moins 13% et qui traduit pleinement notre volonté de poursuivre le désendettement de la commune tout en ayant malgré tout une politique volontarisme en termes d'investissement. Et j'y reviendrai plus tard sur la partie dette. Voilà, sur la partie recettes, dépenses, je vais maintenant passer à la partie recettes, avec une belle photo de la fête de village. Avant de vous passer une photo un peu moins sexy, celle des chiffres. Donc, deux rubriques principales sur la partie recettes. Les impôts et taxes, qui évoluent de 2%, ce qui fait 83 000 euros de plus. La DGF, qui est non significative. Et après, nous avons les participations, dotations, subventions, recettes liées aux services rendus. Donc, la partie recettes, qui là sont assez dynamiques puisqu'elles augmentent de 5% avec 83 000 euros de plus.
Si vous remémorez ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc par contre, nos recettes de fonctionnement donc, se montent à 1627 euros par habitant. Le ratio de la strate est à 985 euros par habitant. Donc on est 65% en termes de recettes supérieures aux communes de notre strate. Sur la partie dépenses, on était à 66%, je crois, de mémoire. 67. Donc on dépense un peu plus que les communes de notre strate et on a des recettes également supérieures à celles de notre strate. Le petit camembert qui donne un peu de quelques pourcentages significatifs sur nos recettes. Les impôts et taxes, 71%. Les compensations fiscales, 11%. Les recettes liées aux services rendus, 9%. Les dotations et les subventions, 9%. La DGF, elle ressort à 0 parce qu'on n'a pas mis de nombre après la virgule, mais voilà, il y a quand même un nombre après la virgule. Nos impôts évoluent de 3,8% pour se monter à 1 652 000 euros. Il est toujours important de le rappeler qu'on n'a pas fait d'augmentation des taux d'imposition depuis 2009. Que l'augmentation des bases fiscales, qui explique une partie de l'évolution de nos recettes, est estimée à 2%, sachant que la loi de finances n'étant pas votée, mais en général, l'évolution des bases fiscales repose sur le montant de l'inflation, principalement. Et donc, si on a pris une augmentation des bases fiscales de 2%, l'autre évolution est liée à l'évolution de l'assiette des bases fiscales, qui, elle, s'élargit un peu. Donc, ça veut dire qu'on a plus de constructions qui sont soumises à l'impôt. Et donc, j'ai remis, puisque je vous avais mis que c'était depuis 2009, mais pour que ce soit encore plus, vous l'ayez bien en tête, donc les taux n'ont pas augmenté depuis 16 ans. C'est assez rare, donc on peut s'en féliciter. Nos recettes fiscales, donc elles évoluent beaucoup d'année en année au fur et à mesure que des réformes interviennent. Donc on a toujours l'attribution de compensation là sur la gauche qui représente 50%. Donc ça, c'est ce qui remonte à la réforme de 1999, quand la taxe professionnelle qui était perçue par les communes est partie à l'époque à la communauté de communes qui est devenue la métropole. Donc à l'époque, il y avait tout un calcul qui a été fait et la métropole reverse à toutes les communes qui avaient à l'époque de la taxe professionnelle une contribution. Le seul problème, c'est que depuis 25 ans, le montant est fixe. Donc comme l'inflation augmente et que le pouvoir d'achat n'est pas fixe, ça veut dire que chaque année, on perd en termes de reversement de la part de la métropole de l'attribution de compensation. Donc chaque année, nos recettes fiscales, à ce niveau-là, s'appauvrissent un peu plus. Après, on a la réforme suivante, enfin les réformes suivantes qui sont arrivées, la suppression de la taxe d'habitation et la réforme qui a été effectuée sur la taxe foncière payée par les entreprises. Donc, on a eu une part de notre taxe foncière qui a été compensée par l'État et puis également notre taxe d'habitation qui a été reversée par l'État. Quand ils ont supprimé la taxe d'habitation, ils sont aperçus, et la réforme de la taxe foncière, ils sont aperçus que si on continuait à tout percevoir, eh ben, on toucherait beaucoup trop. Donc on reverse à l'État 623 000 euros sur nos bases foncières et taxes d'habitation. Et en contrepartie, l'État nous en redonne, malheureusement pas la totalité, puisqu'il nous en redonne que 566 000 euros. Donc là, on a un delta de 60 000 euros par rapport à ce qu'on touchait avant. Donc ça veut bien dire qu'au niveau fiscalité, chaque année, les réformes qui s'imposent, enfin au fur et à mesure, les réformes qui s'imposent à nous font que la commune a de plus en plus de difficultés à avoir des recettes fiscales évolutives et que notre part sur laquelle on peut agir, elle n'est que, vous le voyez ici, taxe foncier ménage,
Maintenant, si on augmente notre taxe foncière, on agit principalement que sur les ménages. Donc l'effet levier est beaucoup plus faible qu'avant. Nos autres recettes fiscales, donc elles évoluent également assez significativement de 18% pour passer de 124 000 à 146 000 euros, donc une augmentation de 22 000 euros. Plusieurs explications donc là-dedans. La taxe sur l'électricité est stable à 75 000 euros. La taxe sur la publicité, elle, évolue assez significativement à 23 000 euros, donc 7 000 euros de plus, ce qui fait en pourcentage une augmentation de 44%. Donc ça, c'est lié à une délibération qu'on a prise l'année dernière, ou en début de cette année, l'année dernière, sur une réforme et une revalorisation des taux qu'on peut appliquer sur les publicités des entreprises. Donc, c'est tous les panneaux publicitaires qu'il y a dans la commune, ou toutes les enseignes, pour une taille, parce que les petites enseignes ne sont pas prises en compte, c'est toutes les grandes enseignes. Et en parallèle, on a fait un travail de mise à jour de toutes les enseignes des entreprises sur la commune, parce qu'on s'apercevait que certaines étaient surtaxées, d'autres, et plus nombreuses, sous-taxées. Donc, un gros travail qui a été fait par les services pour optimiser nos recettes à ce niveau-là. Après, vous avez le Fonds national de garantie individuelle de ressources à 33 000 euros qui est stable. Et le Fonds départemental des droits de mutation, donc, qui est en diminution malgré tout, de 6 000 euros, mais c'est lié à un changement d'imputation qu'on retrouvera plus loin dans les recettes. Là aussi, c'est le Trésor public qui a souhaité qu'on change d'imputation le Fonds départemental de droit de mutation. Je rappelle que à chaque fois qu'il y a une vente qui se fait, donc le département perçoit, on appelle les frais liés aux frais, on appelle souvent les frais de notaire, mais il y a les honoraires du notaire, c'est une bonne chose, et une chose, et après il y a toutes les tâches que perçoit le notaire, mais qui ne garde pas pour lui, qui reverse à l'État et au département, et après le département le reverse en cascade aux communes. Donc il y a tout un calcul qui est fait dans ce sens-là. Mais par contre, il faut bien avoir à l'esprit que comme il y a de moins en moins d'activités en ce moment, que l'immobilier est quand même plutôt en crise, eh ben, il y a de moins en moins de droits de mutation. Et donc ça se traduit, nous, par des recettes moindres. Voilà, les compensations de la métro, comme je vous expliquais, elles sont stables depuis 1999 à 2 188 000 euros. Que la dotation de solidarité métropolitaine, la seule qui pourrait évoluer, donc qui représente 161 000 euros, est pour l'instant toujours stable, puisque au niveau de la métropole, il a été décidé, alors certains voulaient revoir les critères de solidarité, il a été convenu qu'on maintenait les critères en vigueur depuis le début du mandat jusqu'à la fin du mandat. Et sur le prochain mandat, la discussion sera réouverte, en sachant que nous, on a plus à perdre qu'à gagner, puisque forcément, on nous expliquera toujours que la solidarité, elle est plus pour les autres et moins pour le fentanyl. Ceci étant dit, c'est un sujet qu'on réabordera en 2026 ou en 2027. Concernant la dotation générale de fonctionnement, donc c'est une nouvelle dotation qui existe depuis 2023, qu'on a estimé pour 2025 à 11 000 euros. Et on rappelle en parallèle, et bien entendu, vous aurez le petit graphe habituel, en parallèle, on contribue au redressement des finances publiques depuis 2014. Vous avez tous bien vu que les finances publiques depuis 2014 s'améliorent nettement. Et pourtant, on y contribue à notre échelle quand même de manière assez significative. Puisque vous rappelez que la dotation générale de fonctionnement, si on reprend avant la réforme qui a été faite à l'époque par M. Hollande, elle était pour le fentanyl de l'ordre de 250 000 euros par an, et que depuis qu'on a touché le fonds actuel, parce que ça n'a pas encore évolué, donc depuis 2018, non seulement on touche plus d'argent, mais on reverse
chaque année 43 200 € à l'État. Donc, ce qui fait un delta, une contribution du Fontanil aux finances de l'État à hauteur de 300 000 € par an. 300 000 € pour une petite commune de moins de 3 500 habitants que sont le Fontanil. Donc, si vous le faites à l'échelle de toutes les communes, vous comprenez pourquoi les finances de l'État vont mieux. Ou alors, vous posez la question si finalement on se dit que c'est de pire en pire. Donc, si on cumule finalement tout ce qu'on a donné pour renflouer les caisses de l'État depuis 2014, en cumulé, on a donné à l'État, ou on n'a pas perçu de l'État par rapport à ce qu'on percevait avant, 2 939 201 €. Voilà le manque à gagner. Donc, je vous disais qu'on avait des recettes qui étaient plutôt fixes sur toute la partie qui est reversée par la métro ex-taxe professionnelle. La dotation générale qui permet le fonctionnement des communes, non seulement ils n'en donnent plus, mais elle est en négative. Donc là, on perd également pratiquement 3 millions d'euros. Et avec ça, on doit se débrouiller pour ne pas augmenter la fiscalité, puisque c'est notre souhait tant qu'on pourra le faire, et ne pas baisser le niveau de service. Donc ça veut dire que c'est au quotidien une gestion de plus en plus rigoureuse de nos dépenses et se dire qu'un sou est un sou et que si on veut continuer à bien vivre au Fontanil, on doit se poser sans arrêt les bonnes questions pour arriver à faire le mieux possible avec de moins en moins. Participation, dotation et subvention, là une évolution de 16 000 €, plus 3%. Donc la dotation de solidarité rurale pour 30 000 €, donc elle évolue de 17 000 €. Donc c'est une dotation qu'on perçoit que depuis 2024, 2023 aussi, qui évolue. Alors après, elle peut se réécrouler parce qu'avant 2023, il n'y en avait pas. Là, elle évolue à la hausse, donc on ne va pas s'en plaindre, et aussi bien, elle pourrait redisparaître aussi vite. Sur le FCTVA de fonctionnement, dans la loi de finances initiale qu'on a pris en compte, le FCTVA de fonctionnement était supprimé pour toutes les collectivités territoriales. Donc, pour nous, c'était une perte de 5 000 €. En sachant que le FCTVA de fonctionnement cible plus particulièrement tout l'aspect entretien des voiries. C'est pour ça que pour les communes, c'est peu significatif. Mais par contre, pour la métropole, la pilule est beaucoup plus dure parce que toute la partie voirie étant métropolitaine, ils ont un certain nombre de dépenses en fonctionnement et l'impact sera beaucoup plus fort. En sachant que peut-être que la future loi de finances ne diminuera plus, enfin ne supprimera plus ou ne fera que diminuer le FCTVA de fonctionnement. Donc nous, ça nous donnera potentiellement 5 000 € de plus. Pour la métropole, ça sera loin d'être le même montant et ça sera beaucoup plus significatif. Une subvention exceptionnelle qu'on a demandé à l'État, mais j'en avais déjà parlé, me semble-t-il, concernant le DICRIM, puisqu'il va être bientôt sous presse. On va ressortir un exemplaire du DICRIM pour les années à venir. Donc, a été énormément travaillé par les services et par Renault, qui s'est largement investi également sur le sujet. Donc, on va faire imprimer des petits livrets qui seront distribués à tous les habitants. Et logiquement, l'État devrait nous accompagner à hauteur de 80% hors taxe de la dépense, ce qui nous fait une subvention attendue de 3 000 €. Les subventions du département, principalement pour la médiathèque, l'école de musique et pour le relais d'assistants, le RPE, alors je ne sais plus, pour la crèche, pour le relais petite enfance et la crèche, donc qui est stable à 9 000 €. Il faut savoir que le département nous accompagne principalement pour la petite enfance en accompagnement de projets qu'on lance, de missions précises qu'on lance, plus tournées vers l'animation. Donc si on engage une dépense supplémentaire, il nous accompagne et nous subventionne pour partie. Subvention commune également en évolution de 1,5 de 1 500 €, plus 30%. Donc là, c'est les subventions qu'on perçoit
de la part, j'allais dire même peut-être que d'une commune de Mont-Saint-Martin, puisque ça représente la participation de la commune de Mont-Saint-Martin pour les petits écoliers de ce Mont-Saint-Martin qui viennent à l'école du Fontanil. Donc là, on n'a pas fait de revalorisation importante du coût à l'élève, et qu'il y a plus d'élèves cette année, enfin l'année à venir que l'année précédente. CAF, donc pour la crèche et le relais petite enfance. Donc là, quand je vous parlais des recettes, il y avait d'une partie les recettes des familles qui arrivent dans les produits des services, et d'un autre côté, les participations de la CAF en complément, donc à hauteur de 365 000 euros, une évolution de plus 1%. Les refacturations de la commune au Sivom du Néron sont en diminution. Chaque année, on diminue le montant. Donc, on refacture, je vous rappelle, les dépenses qu'on engage sur les terrains ou bâtiments qui sont propriété ville, mais mis à disposition du Sivom. Donc, sur certains, c'est nous qui assurons l'entretien et on refacture au Sivom. Si on revient sur les compensations fiscales, donc là, elles sont en évolution de 12 000 euros, donc plus 2%. Et là, je vous disais tout à l'heure qu'on a les droits de mutation qui sont imputés sur les autres recettes qu'on avait vues précédemment. Les recettes des services, donc en évolution de 50 000 euros, 55 000 euros supplémentaires, 12%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur le multi-accueil, donc une évolution de 10 000 euros supplémentaires, une évolution de 7%. Donc je rappelle juste, pour que tout le monde l'ait bien à l'esprit, la tarification d'une place en crèche est définie par la CAF, la commune qui dit bah tiens, je vais pratiquer tant ou je vais augmenter de temps. Donc c'est la CAF qui impose un tarif. Une fois que le tarif est fixé, le quotient familial des familles intervient, participation de la famille, et le reste est complété pour partie par la CAF et le département. Et puis après, je vous ai dit tout à l'heure, le reste, c'est pour le budget communal. Si on a une évolution des recettes de la partie des familles, c'est que les enfants qu'on a actuellement par rapport à l'année d'avant, les parents doivent avoir des quotients familiaux plus élevés, donc ce qui se traduit par une hausse des recettes des familles, mais un tassement au niveau de la participation de la CAF, puisque la recette globale doit être la même. Cantine et périscolaire, on revient toujours sur les mêmes thématiques. On a vu que les dépenses augmentaient. Donc, heureusement, nos recettes aussi augmentent. Donc, 195 000 euros, ce qui fait 12% de plus. Voilà. Font à musique, une évolution, alors moins significative, mais une évolution quand même de nos recettes. Donc, Font à musique, 62 000 euros de recettes en évolution de plus 3%. Et location de locaux et salles, 80 000 euros en évolution de 14%, ce qui fait 10 000 euros supplémentaires. Je rappelle que quand on parle des locations de locaux et salles, c'est à la fois les locations de salles qu'on fait aux particuliers, mais c'est aussi l'ensemble du patrimoine communal qui est loué. Donc on a un certain nombre de commerces, on a les locaux médicaux et on a un logement situé à côté de la MJC. Vu que les Ukrainiens ont quitté le logement, on les avait accueillis en urgence dans ce logement. Il dit en urgence, pas dans un logement d'urgence, que la question avait été posée par Laure. Donc, qu'on avait logé en urgence. Donc, ils rentrent dans un parcours d'intégration plein. Donc, ils travaillent déjà depuis longtemps, monsieur, madame. Et maintenant, ils ont obtenu un logement social. Ils sont même restés sur la commune. Et a priori, ils sont très contents. Donc, ils habitent maintenant à Chancelière. Donc, ils ont libéré le logement. Et nous avons souhaité ne pas le laisser vide. Et nous avons, pour être tout à fait transparent, mais je vous l'avais déjà dit lors du précédent conseil, donc on le loue maintenant à un personnel communal qui a pris possession des lieux début du mois dernier, me semble-t-il. Voilà. Pour un loyer qui est supérieur à ce qu'on louait aux Ukrainiens, donc ce qui contribue aussi à avoir une évolution positive de nos recettes à ce niveau-là.
Nous arrivons à la partie épargne. Donc, je vous rappelle que la partie épargne, elle se déduit entre l'ensemble de nos recettes de fonctionnement qu'on vient voir, moins les dépenses de fonctionnement qu'on vient voir. Là, ça nous permet de dégager une épargne de gestion qui se retrouve ici sur la première ligne. Donc, notre épargne de gestion, elle diminue par rapport à l'an dernier, pardon. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation, mais on n'arrive plus à faire mieux sans avoir recours à l'augmentation de la fiscalité. Mais c'est une baisse qui est assumée, je vais vous l'expliquer sur la ligne d'après, donc une diminution de 4%. On a le mécanisme de la dette récupérable de la métro qui est lié au transfert, enfin on va arriver à la dernière année d'ailleurs, au transfert de la voirie en 2015, où on avait étalé pendant 15 ans l'impact du transfert à la métropole. Donc la métropole, chaque année, nous remboursait une partie des emprunts qu'on avait dû contracter à l'époque pour la voirie. Donc chaque année, ça diminue, et puis ça va s'éteindre normalement l'année prochaine, en 2026 ou 2027, je ne sais plus exactement, je ne sais plus si ça avait été mis en place la première année ou pas, mais voilà. Ça a vocation à disparaître. Et la bonne nouvelle, et c'est là aussi qui nous donne de la sérénité, c'est que notre annuité de la dette diminue, donc de 62 000 euros, ce qui fait moins 7%, et qui nous permet et nous conforte dans le fait d'avoir une épargne nette qui augmente, elle, de 14 000 euros, donc plus 4,5%. Je vous rappelle que l'épargne nette est la contribution de la commune à l'autofinancement de la commune à l'ensemble de nos dépenses d'investissement. Et le fait d'avoir une épargne nette est quelque chose d'important. On voit qu'on est à 323 000 euros, donc on est plutôt satisfait. Alors serein, on n'est jamais serein parce que c'est jamais assez, et puis voilà, mais le fait de se désendetter nous permet quand même d'atténuer le fait que l'épargne de gestion, elle, se dégrade légèrement cette année. Donc, une fois que je vous ai dit qu'on avait la capacité d'investir, on va regarder dans un premier temps les dépenses que nous avons prévues pour le budget 2025, en diminution par rapport à cette année. Donc, on a prévu 859 000 euros de dépenses d'investissement contre 1,98 million cette année. Donc, une diminution de 239 000 euros, 22%. Ce qui rentre dans le plan aussi de notre capacité d'investissement avec une fin de mandat où on a les gros projets qui sont maintenant derrière nous et qui nous permettent par contre de continuer à travailler sur les projets sur lesquels on s'était engagé en début de mandat. De rappeler à ce niveau-là que les partenaires, puisqu'on a une épargne de gestion, mais on a aussi des partenaires, la région, le département, l'État, alors c'est pas tout le temps, mais l'État nous accompagne sur certains projets. L'État nous a accompagnés principalement sur le projet de l'école. Voilà. Nos investissements, donc quelques mots. 2025, la municipalité reste mobilisée malgré un contexte national très incertain pour poursuivre la réalisation de ses engagements en faveur de la jeunesse, du bien vivre ensemble, de la proximité, de la convivialité, ce qui est un peu notre marque de fabrique ou notre préoccupation principale. Donc différents secteurs, différents mots qui qualifient nos investissements 2025, convivialité, city-stade, école, qualité de vie, loisirs, culture, éclairage public, jeunesse, vidéoprotection, glisse, sécurité, fleurissement. Donc merci à Audrey pour cette présentation ludique qui nous permet d'avoir un peu quelques couleurs au milieu de tous ces chiffres que je vous présente. Donc sinon, maintenant, on va regarder un peu plus en détail les investissements qui sont prévus. Donc le premier est un engagement de mandat de réaliser un terrain multi-activités et de glisse à destination principalement des jeunes et des sportifs, mais plus globalement de tout le monde. Les plus grands pourront bien entendu utiliser. Je vous dis tout de suite que les photos sont des photos d'illustration.
que ce n'est pas la réalisation future. Alors, sur l'aire de glisse, ça sera peut-être plus ressemblant. Sur le pump track, je vous dis tout de suite, vous attendez pas à ce qu'il soit aussi important, il sera plus petit, puisqu'il y aura une partie skatepark et une partie pump track. Là, on a mis un grand pump track, mais sans la partie skate. Donc nous, ça sera quand même, je vous dis tout de suite, soyez pas déçus, ça sera beaucoup plus petit. Mais voilà, on voulait mettre une illustration, celle-là nous paraissait intéressante, c'est pour ça qu'on a souhaité vous la mettre. Donc, vous notez bien que 300 000 euros représentent quasiment le tiers de nos investissements de l'année 2025, avec un calendrier qu'on essaiera de maintenir assez serré, puisque l'objectif est une livraison du City-Stade et de l'aire de glisse au début de l'été, sachant que pour l'instant, rien n'est fait. Voilà. Un deuxième volet, l'enfance, jeunesse, qui est toujours une priorité, puisque chaque année, on investit fortement. Alors, on a investi beaucoup à l'école quand on a construit les bâtiments, donc les sommes sont maintenant sans commune mesure. Mais malgré tout, il y a toujours une volonté de poursuivre nos investissements au niveau de l'école. Donc, au niveau de l'informatique, comme chaque année, on changera les ordinateurs dans une des classes, donc à hauteur de 8 000 €. Donc, on change à chaque fois 5 ordinateurs. Et puis, en plus, il y a un peu d'autres matériels, parce que le changement des ordinateurs des classes, c'est environ 1 000 € l'ordinateur. Et puis après, il y a d'autres matériels qui seront investis à l'école. Mobilier matériel pour l'école et la cantine. Donc là, toujours chaque année, une enveloppe pour renouveler au fur et à mesure le matériel, les bancs, les tables, tout ce qui est à l'école pour 5 000 €. La remise en état des sanitaires de l'école. Donc il y a un travail qui sera fait tout particulier pour revoir un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des sanitaires, aussi bien au niveau de la maternelle que de la primaire. Bon, je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Après, on poursuit la rénovation de toute la partie peinture, isolation et plafond. Donc, on va refaire tout le couloir, l'ancien couloir, pour ceux qui connaissent, de l'ancienne école élémentaire, donc qui dessert les 4 classes de CP, CE1. Donc là, il est prévu de refaire toute la partie peinture. Dans notre politique de changement de luminaire, on enlèvera les néons pour mettre des LED et on refera les faux plafonds pour avoir un truc plus agréable visuellement et qui fasse moins tâche entre guillemets par rapport au nouveau bâtiment, parce que le couloir il part du nouveau bâtiment, donc on a l'impression que d'un côté c'est tout beau et de l'autre côté c'est à rénover. Donc c'est ce qu'on va faire. Et dans un deuxième temps, il faudra qu'on poursuive avec la rénovation des sols, mais qui ne sont pas prévus pour cette année 2025. Mobilier et travaux au niveau du multi-accueil pour 20 000 €, et travaux divers, école et clartière pour 5 000 €. D'autres investissements très importants et sur une politique aussi qu'on a souhaité mettre en place d'entretien de notre patrimoine communal. Donc sur les travaux d'accessibilité, on poursuit les derniers travaux qui restent à faire, qu'on étale au fur et à mesure, à hauteur de 10 000 €. On prévoit déjà depuis 2 ans de prévoir une enveloppe pour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage quand on est amené à faire des travaux. On souhaite se faire accompagner par un spécialiste, un économiste travaux bâtiments ou autre. Donc, plutôt que de dire, une fois qu'on lance l'opération, qu'on a prévu une enveloppe de travaux, mais on se dit, on n'a pas prévu une enveloppe pour se faire accompagner. Donc, maintenant, on met une petite somme au budget, qu'on essaye bien entendu de respecter. C'est sur des petits travaux qu'on engage chaque année, donc 10 000 €. Il vous est proposé de finir de réaménager les combles de la mairie, poursuivre le réaménagement des combles de la mairie. L'objectif étant de faire une salle supplémentaire
afin, entre autres, d'avoir un bureau supplémentaire et qui permettra d'avoir plus d'aisance pour recevoir nos alternants et nos stagiaires, puisqu'ils seront voilà, juste à côté du service comptabilité et du service ressources humaines, puisque leurs implications seront plus à ce niveau-là. Ils interviendront au niveau aussi de la direction, au niveau d'Audrey, de la direction générale. Mais bon, ils auront juste un escalier à descendre, mais comme ça sera des jeunes, ils n'auront pas de problème pour monter et descendre. Voilà, mais ça nous paraissait important de lancer ces travaux d'aménagement, puisque l'objectif, si on veut accueillir des jeunes, c'est aussi les accueillir dans de bonnes conditions, qu'ils ne soient pas sur un coin de table. Ce n'est pas le cas, hein, ils ne sont pas sur un coin de table. Mais on s'est dit qu'arrivé à un moment donné, si on a un alternant et un stagiaire en même temps, bah là, pour le coup, il faudra les mettre, on ne saura plus où les mettre. Donc voilà, on en profite pour aménager, et puis ça permettra aussi d'avoir plus d'aisance pour les services. Les travaux d'humidité et d'urgence à playback, alors ça, c'est un très vieux sujet qu'on a évoqué depuis longtemps, qu'on a chiffré depuis très longtemps et qu'on avait dit qu'on engagerait une fois qu'on serait propriétaire du bâtiment. J'ai un scoop, on n'est pas encore propriétaire du bâtiment, on n'est pas passé chez le notaire, mais c'est presque. C'est une histoire de semaine, allez, soyons optimistes. Tout est validé, hein, maintenant, c'est vraiment au niveau des notaires dans la rédaction de l'acte définitif de vente de playback et de la maison Ray à la commune. Et donc, pour ceux qui utilisent la salle playback, on constate souvent qu'on a de l'humidité qui vient côté Grande Rue. Et donc, on avait dit que le jour où on serait propriétaire, on ferait faire une étude. Donc, normalement, cette étude, elle se fait sur 1 an avec des capteurs qui sont posés pour essayer de déterminer finalement d'où vient l'eau. Est-ce que l'eau, elle vient de sources qui sont cachées? Est-ce que l'humidité, elle vient de la toiture et qu'elle descend dans les murs? Voilà. Donc, on avait à l'époque travaillé sur trouver une solution pour faire une étude. Donc, on va faire l'étude cette année. Donc, on met travaux humidité, c'est uniquement une étude. Il n'y a pas de travaux. Le terme n'est pas tout à fait juste. Et c'est uniquement une étude qui nous permettra après d'être plus serein le jour, alors c'est pas prévu pour l'année prochaine, ce sera pour les années d'après, le jour où on lancera un programme de rénovation de ce bâtiment, on aura déjà en amont tous ces éléments en notre possession. Les travaux de l'église, donc toiture et chauffage, qui ont déjà une partie a été lancée cette année, donc sur la partie chauffage. Même si les radiants ne sont pas installés, ils ont été commandés auprès du fournisseur. Sur l'année prochaine, on aura le démontage, et l'enlèvement de l'ancienne chaudière fuel et des travaux sur la toiture de l'église qui seront à faire pour un montant de 8 000 €. Travaux d'hiver, petits travaux à l'arme pour 35 000 €. Donc ça, c'est une somme assez longue de petits travaux qui interviendront en cours d'année. L'espace Jean-Yves Poirier, un gros entretien. Donc il y a un travail qui est prévu sur la rénovation et l'entretien, ou je ne sais pas s'il faut dire la rénovation ou l'entretien du parquet. Il nécessite un entretien, puisque ça fait 10 ans qu'on l'a. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de tâches, donc il faut qu'on voit. Donc on travaille avec une entreprise qui nous a déjà fait un premier devis et qui doit encore un peu travailler sur le sujet. Nos investissements, c'est aussi d'autres éléments. Du matériel informatique pour l'ensemble des services municipaux à hauteur de 8 000 €. Du matériel pour les services techniques à hauteur de 3 000 €. L'achat de 2 défibrillateurs qui seront installés dans la commune. Donc c'est un travail qui a été mené, à vrai dire, l'élément déclencheur, je ne le cache pas, c'est l'arrêt cardiaque de notre boucher qui nous a permis de dire que finalement, on a des défibrillateurs, mais ils sont à l'intérieur des bâtiments. Et on a travaillé sur le sujet pour se dire qu'il faudrait peut-être des défibrillateurs à l'extérieur. Donc il est prévu d'en mettre 2, un qui sera situé aux abords immédiats de la mairie et un deuxième qui sera situé dans le centre du village. Le lieu n'est pas déterminé, il faut qu'on finisse pour travailler sur les contraintes. Les contraintes sont multiples. Il n'aime pas le grand soleil, le défibrillateur, il n'aime pas trop de pluie,
Et il n'aime pas les gens qui ont des mauvaises intentions qui pourraient venir nous le casser ou nous le voler. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va essayer de trouver les 2 emplacements les plus adéquats pour qu'ils soient opérationnels dans le temps. Et une enveloppe de mobilier d'hiver à hauteur de 85 000 euros. L'aménagement pour la qualité de nos espaces publics, avec une petite enveloppe comme chaque année pour les expos photos, 1 000 euros. Divers aménagements de voirie pour 9 000 euros. La poursuite de la vidéoprotection qui finalement, ce qu'on avait voté cette année au budget 2024, ne sera pas du tout lancée puisqu'on a pris beaucoup de retard dans notre nouvel arrêté préfectoral, entre autres lié au problème du RGPD sur lequel on n'était pas tout à fait d'aplomb. Et comme la réglementation évolue au fur et à mesure, maintenant, tant qu'on n'est pas 100% carré sur le RGPD, le préfet ne veut pas instruire nos demandes. Donc ça veut dire que tout ce qu'on avait prévu cette année ne se fait pas et sera réinscrit sur le budget 2025. Donc il y a différentes installations de caméras supplémentaires et il y a également le projet qui date de plusieurs années. Mais là, on arrive enfin au bout du sujet de relier notre vidéoprotection à la gendarmerie de Voreppe. Donc en sachant que les gendarmes sont très contents de cette future installation. On a le retour de la gendarmerie de Saint-Égrève qui également est très contente, puisqu'elle est la ville de Saint-Égrève, pour sa vidéo, a renvoyé sur la gendarmerie de Saint-Égrève, et nous, du coup, on va renvoyer à la gendarmerie de Voreppe pour que la brigade puisse regarder en temps masqué les vidéos et les exploiter. Je le dis régulièrement et je le redis ce soir que à peu près tous les jours, on a des gendarmes qui viennent à la mairie pour regarder les vidéos. Je le rappelle juste, et ça sera... Les gendarmes, quand ils viennent, ils regardent les vidéos, vont faire la même chose quand ils seront à la brigade, sans avoir à se déplacer, sans se dire il faut venir au moment où la mairie est ouverte. La gendarmerie, elle est ouverte quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc les gendarmes peuvent aussi, dans leur organisation personnelle, se dire, bah voilà, samedi c'est calme, la nuit c'est calme, j'en profite pour regarder les vidéos. Donc ils peuvent consulter à distance, comme quand ils viennent sur place, mais ils ne peuvent pas extraire de bande. Donc une fois qu'ils ont ciblé, en fonction de leur enquête, les morceaux de vidéos qui les intéressent, il faut une réquisition officielle, et c'est nous qui rentrons dans le système pour leur faire une exportation du film. Donc tout ça pour vous dire que c'est très normé, c'est d'ailleurs une bonne chose. Mais voilà, ça permettra quand même une grosse avancée au niveau de l'exploitation de notre vidéo, qui est déjà beaucoup exploitée, mais qui le sera encore avec plus de facilité l'année prochaine. Cadre de vie, démarche éco-responsable. Donc la ville agit concrètement avec une démarche vertueuse pour notre environnement dans le cadre de budget pluriannuel. Donc comme chaque année, nous allons moderniser notre éclairage public à hauteur de 82 000 euros, rénover l'éclairage de nos bâtiments communaux, 40 000 euros, dont une partie pour l'école, et remplacer les projecteurs du tennis, donc la grande satisfaction du président du club ici présent. Mais c'est vrai que ça fait un grand nombre d'années qu'on a la demande des utilisateurs et aussi nous qu'on a le sujet dans les tuyaux, puisque c'est des projecteurs qui sont très anciens et qui consomment énormément. Et là, dans le cadre de notre volonté de diminuer nos dépenses énergétiques, le changement des projecteurs des tennis auront un impact très positif. Il faudra qu'on travaille, alors ça ne sera pas pour 2025, on aurait voulu, mais on ne peut pas tout faire. Il faudra aussi changer les mâts du stade Vincent Clerc. Alors, il y en a plus que 3 parce qu'il y en a un qui est tombé, mais les 3 autres tiennent encore. Et là aussi, il faudra qu'on les remplace en mettant des mâts qui, a priori, seront moins hauts, les suivants, et qui auront surtout un éclairage moins énergivore. Mais vu le montant, l'estimation qui avait été faite, ça ne pouvait pas passer dans les investissements 2025. Donc on vous les proposera très certainement, ou pas, enfin probablement, en fin d'année pour le budget 2026, en fin d'année prochaine. Voilà,
Donc, on a dit qu'on avait bien dépensé 959 000 euros. Donc, comment on finance l'ensemble de nos dépenses? Donc, on a le FCTVA. Donc, ça, c'est sur le remboursement d'une part de la TVA par l'État avec un décalage de 2 ans. Donc, en 2025, ils vont nous rembourser les dépenses qu'on a engagées en 2023. En sachant que la loi de finances, qui n'a pas été votée, mais qu'on a pris en compte, prévoyait une baisse du reversement de l'État. Donc, le pourcentage passe de 16,14 à 15,86. 15 Non. Ah, de 16 et quelques à 14 et quelques. Voilà. Donc, une baisse de 1,5 point. Donc, ce qui fait que normalement, si on avait eu un maintien du taux de remboursement du FCTVA, on aurait eu dû avoir plus de 310 000 de recettes. Voilà, on perd, Audrey me le rappelle, on perd 40 000 euros de recettes si la loi de finances va jusqu'au bout. Si jamais la loi de finances revient, le futur loi de finances ne met pas à contribution les collectivités sur le FCTVA, on gagnera 40 000 euros de recettes supplémentaires. Pas de session prévue en 2025. Je rappelle qu'en 2024, la session de 50 000 euros représente la cession du terrain à Renault Truck. Les subventions sont en diminution de 4 000 euros. L'emprunt d'équilibre, élément toujours important, ce stade. Dans la mesure où nous votons notre budget en décembre, le compte administratif de l'exercice 2024 n'est pas fini, puisque l'année n'est pas finie. Et donc, on ne peut pas intégrer d'ores et déjà l'excédent qu'on va dégager sur le budget 2024. Chaque année, on est donc amené à inscrire un emprunt d'équilibre qu'on estime pour 2025 à 243 000 euros, en sachant que, comme chaque année, je prends l'engagement que lorsque je vous présenterai le compte administratif et l'intégration des excédents, cet emprunt d'équilibre reviendra à zéro, puisque nous n'avons pas prévu d'emprunter l'année prochaine pour financer nos investissements. L'épargne nette, donc, de 323 000 euros, l'attribution de compensation dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 21 000 euros. Non, ce n'est pas celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, je suis en train de vous dire une bêtise. Ça, c'est attribution de compensation à la métro. Donc là, c'est une moindre recette, donc c'est une dépense au final. Et c'est pour les transferts de compétences qui ont été faits après la voirie, où on nous dégrève de l'investissement. Donc c'est sur le... Hein ? Non, c'est sur la GEMAPI principalement. Donc sur la GEMAPI, en sachant qu'en 2015, la grosse problématique qu'on avait eue à l'époque, c'est que l'attribution de compensation en investissement n'existait pas. Donc c'est-à-dire que toute la transfert de la compétence voirie à la métropole, même si on sait que les travaux de voirie sont quasiment exclusivement en investissement, avait pesé sur notre section de fonctionnement, ce qui avait mis en difficulté grand nombre de communes, puisqu'elles avaient moins de recettes de fonctionnement. Donc, certaines communes avaient de plus en plus de difficultés à avoir une épargne nette positive, ce qui normalement est une obligation, si on ne veut pas se faire retoquer par le préfet. Donc, depuis, le législateur a fait évoluer et une attribution de compensation en investissement a été mise en place, mais elle pèse que pour 21 000 euros, parce que c'est les compétences qui ont été prises après 2015 et où il y a eu moins de transfert de compétences, et c'est principalement la GEMAPI. J'arrive bientôt au bout, rassurez-vous. Donc, nous arrivons à notre dette. Là également, je vous en avais parlé au global tout à l'heure, où notre annuité de la dette baisse de 62 000 euros, 7% de moins. Donc, les charges financières, on en a parlé, elles baissent de 13%. Et le remboursement du capital de la dette baisse également de 38 000 euros. C'est principalement lié au fait que notre dette vieillit. Donc, voilà. Enfin, qu'on a moins de dettes plutôt, parce que quand elle vieillit, il y a des fois le montant des intérêts diminue et le montant du capital augmente. Mais là, c'est lié au fait qu'on a un désendettement
Et je vais y revenir dans les diapos suivantes. Il est toujours important, alors là vous avez sous forme de tableau, de voir, il y a un graphe après l'évolution de notre dette. Donc tu me concurrences, Brigitte, ou je te concurrence, je ne sais pas. Sur l'atout. Ouais. C'est toi qui me l'as filé de toute façon. Voilà, donc notre stock de dette à chaque fois est regardé au 1er janvier de l'année. Deux éléments par rapport à 2016. Notre endettement a baissé de 44%. Alors pourquoi 2016 ? C'est pas qu'avant 2016, il se passait rien, mais 2016, c'est l'année où j'ai pris les fonctions de maire. Alors avant, j'assume tout à fait, parce que moi, je m'occupais des finances. Mais on a voulu mettre deux éléments. Avant, on le faisait remonter beaucoup plus en amont. Voilà, une baisse de l'endettement de 44% depuis 2016. Et sur le mandat, puisque là, on avait pris un engagement dans notre programme de campagne de baisser l'endettement de 30%. Et on va respecter notre engagement puisqu'on va même le baisser de 31%. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a souhaité limiter nos investissements, mais malgré tout, on arrive quand même à faire quasiment 1 million d'investissements sur le budget 2025. L'historique du stock de dette, donc sous forme de croquis, où on voit bien les variations et on vous remet à chaque fois les évolutions. Donc 2008-2009, c'était là où il y a eu une grosse année. On n'a pas mis les années d'avant, mais là où il y a eu une grosse période avec principalement la construction de l'espace Clartière. Et puis, il y avait aussi, à la même époque, on ne le met pas là, mais à la même époque, il y avait toute la voirie, Grande Rue et Rue du Rafour qui avait été refaite, où il y avait toute la partie assainissement aussi qui avait été refaite et qui avait coûté assez cher. 2014-2015, c'est l'acquisition via le Jolibois. 2015-2016, 2017, l'espace Jean-Yves Poirier. Un peu plus tard, 2018-2019, le multi-accueil. Et sur ce mandat, 2022-2023, l'emprunt qu'on a fait pour financer l'école. Je rappelle qu'on avait fait un emprunt de 1 900 000 € pour contribuer au financement de la crèche, de l'école, qui a coûté beaucoup plus cher. Voilà, vous tenez le bon bout. La synthèse de tout ça avec 3 photos, dont celle du milieu qui montre nos jeunes conseillers municipaux entourés des élus qui sont montés visiter le Sénat pendant une journée au printemps. Et l'expo de peintres dans les rues qui se fait depuis ce début d'année, qui remporte un franc succès. Voilà, quelques mots de synthèse. Un contexte national très incertain, d'où un budget prévisionnel prudent. Malgré le fait qu'il soit prudent, il est quand même plutôt bon. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'indicateur alarmant, ce qui nous rassure. Des dépenses de fonctionnement supérieures à 67% de notre strate, révélateur d'un niveau élevé de services et d'équipements. Je pense qu'aucun Fontanillois ne l'ignore. Par rapport à beaucoup de communes, on propose des services quand même largement supérieurs. Des taux d'imposition stables depuis 16 ans et dans les plus bas de la métropole. Des investissements qui se poursuivent et se préparent sur un rythme pluriannuel. C'est pour ça que je vous dis, on arrive au bout du programme qui avait été élaboré sur le mandat. Et un désendettement qui se confirme avec un emprunt assumé réalisé en 2021 pour le financement et extension du groupe scolaire dans le respect de nos engagements d'un désendettement de 31% sur le mandat. Et comme d'habitude, je vous ai tout dit, donc je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai mis beaucoup plus d'1 heure ou pas. Mais voilà, 1h15. Bon, mais je vous ai quand même tout dit. Donc, bien entendu, je suis à votre disposition, mesdames et messieurs les élus. Si vous avez des questions ou des demandes de précision, j'essaierai de vous apporter autant que possible. Moi, j'ai une question sur l'aménagement pour les personnes à mobilité réduite. Vous suivez un programme, si je me souviens bien, je m'exprime peut-être pas très bien, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le dire, mais il y a
d'accessibilité. Oui. Une fois que vous dites vous avez presque atteint, vous avez presque fini tous les aménagements, dans ces aménagements prévus, il y a des choses qui ne rentrent pas, comme par exemple le piétonnier qui se trouve derrière la chapelle, où on est obligé d'utiliser en ce moment à cause des travaux REDA. Et pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes avec poussettes et enfants, etc., c'est juste impossible, surtout pour le remonter. Donc, est-ce que c'est prévu que vous fassiez quelque chose dans ce sens-là? Parce que sinon, je vais venir avec un sac de gravier, je crois, parce que j'en peux plus là. Éventuellement. Hein. Vous prêtez peut-être les services techniques peuvent vous prêter une boîte. Non, enfin, c'est pas pour botter en touche. L'accessibilité, c'est un plan sur des équipements pérennes. Là, c'est vrai que pérennes. Du coup, là, c'est vrai que je conviens que c'est assez désagréable en ce moment. L'utilisation de ce passage qui n'est pas forcément très accessible, en sachant qu'il est bien prévu, je l'avais déjà dit lors des précédents conseils municipaux, qu'à l'issue des travaux, j'espère le plus rapidement possible, qui pourront rendre le cheminement qui sera refait dans les normes pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes, enfin tout ce qui est accessibilité sera conforme. Parce que là, Par contre, les gens sans fauteuil électrique, les gens qui n'ont pas de fauteuil électrique, Ouais. impossible de le faire seul. Hein. C'est impossible. Non, mais je vais pas vous dire qu'on va faire des travaux là rapidement. C'est pas prévu. Donc, mais c'est sûr que dans les phases de travaux, c'est sûr que c'est toujours un peu plus délicat. J'en conviens, mais j'ai pas la solution. Quand on parle des travaux d'accessibilité, c'était un plan qui avait été élaboré. On avait pris un prestataire qui nous avait élaboré un plan sur plusieurs années. Il reste une petite partie à faire. Alors, tous les sujets qui étaient les principaux sujets ont été faits. Et maintenant, il reste une somme de petites améliorations. Ça n'empêche pas de fonctionner. Ça ne permet pas aux personnes à mobilité réduite de ne pas utiliser les services ou les équipements. Mais voilà, c'est plus des travaux qu'on essaie de poursuivre, mais qu'on essaie de lier à des travaux plus globaux qui sont faits dans le bâtiment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'étale un peu plus, mais que chaque année, on continue malgré tout. On se pose les questions quand on fait les travaux dans un bâtiment, de s'assurer en même temps de bien voir si tous les sujets accessibilité sont pris en compte. Il y a effectivement l'accessibilité aux bâtiments, mais il y a aussi la circulation dans la commune. Donc, je parle de ce piétonnier, mais il y a d'autres endroits où, par exemple, si on va vers le lycée professionnel, c'est très compliqué aussi de circuler quand on est à mobilité réduite. Est-ce qu'on pourrait envisager... Je ne peux qu'être que d'accord, mais alors non, mais est-ce qu'on peut envisager... La problématique, vous vous rappelez bien quelle est la problématique? Oui. Qui gère la voirie? Rappelez-vous. Oui, mais qui peut parler à la gamme? C'est vous, quoi. Je veux dire, ça après. Ah ouais, alors si ça marchait comme ça, je serais content. Oui, mais ça n'empêche pas d'aborder le sujet. Je vous invite à quand même. Ce que je veux vous proposer, c'est est-ce qu'on pourrait, après, une fois que cette dernière tranche de travaux soit effectuée, de rediscuter pour revoir un petit peu les points qui peuvent être quand même bloquants sur la voirie. Moi, je ne sais pas s'il faut... Il faut, alors, plusieurs sujets. Alors, déjà, il faut savoir, n'attendez pas de travaux. La métro mettra 0 l'année prochaine au Fontanil en travaux de voirie. A priori, elle mettra 0 en 2026. Cette année, elle a quasiment rien mis. Donc, c'est un vrai sujet. J'en ai parlé avec le vice-président en charge de la voirie, qui est le maire de la commune voisine de Saint-Martin-de-Vinou. La problématique, c'est que la métro, l'exécutif de la métro, dont on ne fait pas partie, la majorité de la métro, dont on ne fait pas partie, fait des choix différents. Elle a des contraintes budgétaires fortes, et comme elle sait que les contraintes sont fortes, elle décide malgré tout d'investir 110 millions dans un siège métropolitain pour le paraître et le confort. Nous, dans notre groupe politique, on s'est exprimé depuis de nombreuses années sur le fait qu'il fallait déjà se consacrer principalement déjà à entretenir les voiries métropolitaines. Je ne parle pas que de la commune du Fontanil, puisque tous les maires ont les mêmes difficultés, de voir des voiries qui ne se dégradent d'année en année, des travaux qui sont reportés d'année en année. Nous, les travaux de la rue Pierre-Dière, puisque c'est celle-là dont vous parliez, le projet, ça fait très longtemps qu'il a été inscrit.
Et chaque année, il le repousse. L'année dernière, puis on nous a dit, ah ben non, c'est reporté de 2023 à 2024, ils devaient refaire la rue Babière. Donc là, pareil, on avait vu aussi l'aspect voirie, mais aussi l'aspect mobilité, toutes les mobilités douces et PMR. Et le projet, à force d'être reporté, il est renvoyé au calendrier grec. Donc je ne sais même pas si ce sera 2026, 2027, 2028, 2030. On ne sait pas. Le problème, c'est que la métropole, l'exécutif de la métropole fait des choix. Les choix sont très compliqués parce que déjà, ils ne s'entendent pas les uns les autres, ils ne se supportent pas, puisqu'on passe quasiment la moitié des conseils métropolitains, et alors je pense que dans le quotidien, nous on n'y est pas, mais c'est pareil, ils passent leur temps à se battre entre eux, entre les représentants du groupe UMA de M. Piolle, les représentants des autres groupes soutenus par Ferrari. Et du coup, comme ils ne sont jamais d'accord sur rien, ils n'avancent pas, ou ils font des compromis, et du coup, on part loin des priorités qui devraient être, des travaux prioritaires. Donc, la rue Pierre-Dière, c'est un sujet qu'on avait déjà commencé à évoquer en 2015, quand c'est transféré à la métro. Le sujet était quasiment validé. Sur le principe, il devait faire, dans les années à venir, la rénovation de la rue Pierre-Dière pour avoir des trottoirs conformes, des stationnements à peu près conformes et utilisables par tous. 2015, 2025, ça ne sera pas fait en 2025, 10 ans après. Ça ne sera pas fait non plus l'année prochaine, sauf si une révolution. Et puis après, donc maintenant, la métro, le vice-président en charge des finances a beau jeu de dire que de toute façon, avec la future loi de finances, ils auront encore moins de marge de manœuvre. Oui, c'est vrai, ils ont moins de marge de manœuvre. Mais comme le peu qu'ils avaient, ils l'ont dépensé dans des trucs qui nous paraissent futiles. Après, c'est un jugement que nous portons, nous, au sein de notre groupe. L'exécutif de la métro a jugé que c'était important de mettre plus de 110 millions d'euros pour refaire le siège de la métropole. Alors qu'actuellement, on est logé, alors c'est peut-être pas aussi confortable, on est logé dans les bâtiments de l'ancienne CCI et ça fonctionne. Alors, peut-être un peu moins fonctionnel pour les services, mais est-ce qu'il y a besoin d'investir? Je veux dire, c'est vrai que si l'argent coule à flot, on peut dire, ah bah oui, on va refaire un bâtiment, etc., alors que la métro a plein de bâtiments. C'est des choix politiques qui ont été faits, c'était pas le nôtre, et nous, on en subit les conséquences. Voilà. Et oui, alors, Audrey me rappelle, mais on va y venir juste après, qu'on a quand même, on va adhérer au service commun d'accessibilité de Grenoble-Alpes Métropole, mais j'y reviendrai. Donc, pour dire quand même qu'on a une démarche volontariste pour tout ce qui concerne l'accessibilité, et que du coup, on va bénéficier aussi là de la force de la métropole et du service commun qui est proposé. La métropole, moi, je ne vais pas vous faire la délib avant, mais la métropole met un service commun, les communes adhèrent et payent le service commun mis en place par la métropole. Et c'est justement sur cette thématique. D'autres questions? Monsieur Didier Laurent. Question. Non, pas de question. Plusieurs questions, monsieur le maire. Je vais vous rassurer. J'ai bien écouté votre exposé et j'avais plusieurs questions. La première question, c'était concernant le personnel. Donc, j'ai bien compris l'augmentation des dépenses de personnel qui était contrainte cette année par des augmentations diverses. Est-ce que c'est un choix concernant les alternants et les stagiaires? C'est un choix d'axer sur la partie administrative plutôt que le service technique? Parce que service technique, peut-être des besoins de former des gens, ou alors que ce soit les services techniques paysagers ou la petite enfance aussi. Alors, j'ai la petite enfance, j'en avais pas parlé, mais je pense qu'on a constamment des stagiaires. Mais c'est les stagiaires qui viennent faire des périodes de 1 mois en général, donc ils ne sont pas rémunérés. C'est 1 mois maximum. Ouais. Mais je pense qu'on a constamment 1 ou 2 stagiaires à la crèche. Sur le volet service technique, c'était un vrai sujet. On a largement discuté entre nous. Donc on a eu plusieurs alternants au service technique ces dernières années. Et ça a été plutôt une succession d'échecs. Et on s'est dit... on va attendre un peu, là, on va laisser passer, parce que c'est une forte mobilisation de nos agents pour accueillir les jeunes qui sont en apprentissage. Un investissement en temps, un investissement en humain aussi. Et puis,
s'apercevoir que finalement, souvent, c'est des jeunes qui abandonnent avant la fin, qui viennent pas. Et donc, le dernier en date qu'on avait, on a dû le licencier, puisqu'il venait quand il y pensait. Donc, et comme ça peut pas. Je veux dire, nos services sont mobilisés sur le sujet, et chaque matin, ils disent il va venir, va pas venir. Ah ben non, il vient pas aujourd'hui. Et je veux dire, c'est pas une solution. Enfin, pour les services, c'est usant, je veux dire, ce genre de choses. Donc, on s'est dit, on va attendre un peu. Le dernier, on l'a arrêté au début de l'été, juin, juillet. Voilà, juillet. On s'est dit qu'on n'allait pas repartir tout de suite avec un nouveau alternant au niveau des services techniques, plus sur la partie espace vert, puisque c'était ce secteur qui était ciblé. Et que du coup, on cible, tente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne refera pas les espaces verts. Sur la partie administrative, on cherche plus des jeunes qui sont sur un niveau d'études supérieures. Enfin, je vous l'ai dit, c'est licence ou master. C'est pas du tout pour le même type de mission. Mmh. Et c'est des stages ou des alternances. Alternance, c'est 1 an. Stage, ça peut être sur quelques mois. Et ça permet de leur confier des missions plus longues. Donc, bien entendu, il y a un accompagnement fort des services. Mais aussi, on a en retour des missions qui sont remplies. Ça peut être des études, une aide aussi au quotidien sur le fonctionnement des services. La personne qu'on a actuellement en alternance intervient principalement sur la fonction RH. Ça répond à votre... Ça répond à la question. Parfait. Donc, la question sera reposée d'ici quelques temps, j'imagine. Pour voir si les choses évoluent dans ce sens. Ouais. Concernant les services techniques, est-ce qu'il y a des... Donc, dans le budget, j'ai rien vu concernant les services techniques, le bâtiment qui est pas très loin d'ici, derrière la mairie. Ouais. Est-ce qu'il nécessite des investissements particuliers en termes d'équipement pour... Alors, une bonne partie a été refaite au fil des années, parce qu'on a refait toute l'isolation, on a refait l'intérieur, on a refait des douches, on a mis des douches. Avant, on n'avait que des hommes. On avait embauché une dame, donc on s'est dit merde, ils vont peut-être pas prendre la douche tous au même endroit. Donc on avait refait les sanitaires, on a mis une douche pour les hommes, une douche pour les femmes. La demoiselle qu'on avait est partie, mais on a recruté une nouvelle demoiselle, enfin une dame au service technique, donc toute sa justification, même si on était convaincus dès la première fois. Donc on a fait pas mal de travaux à l'intérieur des services techniques. Là, on a refait l'entrée des services techniques récemment, en élargissant le portail pour que ce soit plus pratique pour manœuvrer, principalement pour nos services, mais aussi pour les camions qui viennent chercher les bennes, parce que c'était toujours un peu un sport pour rentrer dans les services techniques. Et sur l'année à venir, sur la partie bâtiment, un petit investissement, mais qui est peu significatif, parce qu'on n'a pas de besoin particulier à ce moment-là, c'est de changer les rideaux métalliques qui ferment les services techniques. On n'a pas eu de demande particulière de leur part à ce jour. Sachant que oui, le bâtiment, alors même s'il peut paraître vieillot, mais il est refait. Enfin, tout ce qui doit être refait est refait. On n'a pas repeint l'extérieur, mais bon. Une autre question ? Une autre question. Le réaménagement des combles de la mairie. Oui. Dans les combles, il y avait le stockage des œuvres des artistes qui viennent sur elles ne sont pas au même endroit. Puis elles ne sont plus là. En l'occurrence, elles étaient là-bas, mais pas dans le même. Parce qu'on ne rénove pas toutes les combles, mais il y a une partie qui ne sera pas rénovée. En sachant qu'il y a un gros travail qui a été fait depuis plus d'1 an par la commission culture et puis par Chloé Lafort pour recenser toutes les œuvres et les stocker de manière plus pérenne, voilà, et elles sont stockées dans nos archives maintenant, qui sont sous le parking derrière la mairie. Donc dans une salle tempérée, etc. Pour une meilleure conservation. Donc la partie qu'on veut réaménager, grosso modo, il reste, on y est allé l'autre jour, il reste quelques cartons beaucoup de poussière, beaucoup de toiles d'araignée, des enveloppes électorales orange, qu'a priori on n'a plus le droit d'utiliser, donc il y aura la poubelle, puis quelques boîtes d'archives sur des anciens marchés, mais qu'on
vocation à étranger assez rapidement. Donc, voilà. C'est plutôt une salle qui était inutilisée. What else? Rien? Bon, bah écoutez, merci. Pas d'autres questions? Écoutez. Ayant répondu à toutes vos questions, donc je vous propose d'adopter le budget primitif qui se monte en dépenses à 5 598 363 en fonctionnement, en dépenses et en recettes, et en investissement, dépenses et recettes, à 1 503 683 euros, ce qui fait un total de 7 102 046 euros. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? 2 ou 3? 3 abstentions. 3. C'est quoi? Ah, contre. Vous avez levé la main à abstention. Bon, c'est contre, d'accord. D'accord. Ouais. Ok, pas de souci. Non, mais pas de souci. Ok, donc 3 contre et le reste pour le budget est donc adopté. Nous allons pouvoir tout à fait sereinement attaquer l'année 2025. Hop. La délibération suivante est les taux d'imposition 2025. Donc ça va être assez simple puisqu'on vous a expliqué qu'il n'était pas prévu d'augmentation des taux d'imposition. Donc la taxe foncière sur les propriétés bâties sera reconduite pour la 16e année consécutive à 35,61%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties à 64,63%. Et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sera maintenue pour l'année prochaine encore à 6,35%. Les résidences secondaires, c'est un vrai sujet puisque de nombreuses communes augmentent le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On s'est dit que pour nous, il n'y avait quand même pas beaucoup d'enjeux parce qu'on en a très peu. Donc on doit en avoir une dizaine. Donc voilà, on n'a pas travaillé sur le sujet. Mais potentiellement, c'est vrai que cette taxe pourrait être revue à la hausse dans les années à venir. Voilà, sur cette délibération, des questions, des remarques. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. La délibération d'après concerne l'attribution des subventions aux associations. Je vais passer la parole à Jean Reynaud pour nous présenter cette délibération. Merci, monsieur le maire. Donc, comme chaque année, on attribue des subventions aux associations. Donc, je vais vous donner la liste. Donc, la CCA, 1 500 euros. La CIDI, 2 000 euros. Alpes Concert, 6 500 euros. Amis du Cornillon, 6 500 euros. Artemus, 300 euros. Comité d'animation, 14 000 euros. Cyclisme, 1 500 euros. La FNACA, 200 euros. MJC, 2 500 euros. Photoclub, 300 euros. Sapeur-pompier, 250 euros. Tennis, 2 000 euros. Triathlon, 2 000 euros. Au total de subventions affectées, donc un total de 39 550 euros. En non affecté, 18 750 euros pour un total de 58 300 euros. Voilà. Merci. Donc, pour rappeler qu'on reconduit l'identique, les subventions de l'année 2024. Quelques éléments sur les subventions non affectées. On en a un bon... plus d'un tiers qui concerne la subvention qu'on donne à l'association des employés municipaux. Je vous rappelle les modalités qu'on avait votées il y a quelques années où on verse un pourcentage de la masse salariale, un peu sur le même principe que les comités d'entreprise, et que du coup, on peut déterminer le montant exact que lorsque l'année est finie, donc fin janvier, une fois que l'exercice 2024 sera fini, on pourra déterminer le montant exact. Et dans les autres subventions non affectées, on va accompagner un certain nombre de projets qui seront présentés par les communes, dont certains sont déjà réfléchis, mais on attend que le projet se mette réellement en œuvre avant d'accompagner. Bien entendu, dans cette subvention non affectée, on a également une enveloppe pour des projets qui ne seraient pas encore
présentés par les associations. Voilà. Donc, bien entendu, sur toutes les subventions non affectées, je le rappelle qu'à chaque fois qu'on affectera une somme à une association, on sera amené à prendre une délibération qui vous sera présentée au sein de ce conseil municipal. Oui. Oui. Je peux poser la question? Bien sûr. Oui. Non, je ne savais pas que vous aviez fini, pardon. Est-ce que vous allez fonctionner avec les subventions exceptionnelles comme l'année dernière? Oui, sur le principe, oui. Ça dépend si vous pensez à un projet particulier ou pas spécialement. Personnellement, non. D'accord. Non, c'est le même principe. Hein. Pour être très franc, il y a une partie qui sont déjà préfléchées, mais on attend que les associations montent, parce que c'est des événements, montent leur événement. Quand l'événement est lancé, on attribue la subvention. Non, c'était la question, c'était il y a quelques grosses associations qui ont des subventions exceptionnelles pour certains projets. Comme ces projets reviennent régulièrement, est-ce qu'ils sont intégrés dans ces subventions ou comment ça Dans la mesure où c'est des événements, enfin, Jean, si tu veux pas complet. C'est pas un truc qui se fait forcément chaque année. Donc, même s'il y a une volonté, forcément, on se dit pour une raison ou pour une autre, on l'a fait. Alors, c'est plus anecdotique. Il y a une association qui nous avait expliqué qu'elle allait faire un projet, alors pas sur des énormes montants. Et en général, moi je dis toujours, on attend que le projet soit lancé avant de donner la subvention. Une fois, l'association a bien vendu son sujet aux élus, dont à moi, donc j'assume. Et du coup, ils nous ont dit non, mais c'est bon, c'est engagé. Donc on a versé la subvention en avance et le projet n'a pas été fait. Donc c'est un peu vexant sur le principe. Donc voilà, on n'attend pas forcément que le projet soit forcément fini, passé, etc. Mais au moins que tout soit lancé pour se mettre en place. Voilà. Et on peut aussi envisager, on l'a évoqué avec des associations, de verser aussi un acompte si le projet arrive et que voilà, s'il y a des frais qui sont engagés. C'était mon autre question, c'est en termes de trésorerie. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Je veux dire, c'est ce qu'on a dit, ce que Jean dit régulièrement aux associations. Là, on est à notre écoute. Nous, grosso modo, je vais dire, fondamentalement, début janvier, on pourrait déjà, aux associations listées, on pourrait déjà leur donner. Donc, on a avancé, parce qu'au début, on les versait à mai en moyenne. Maintenant, on avait discuté avec les associations, maintenant, on les verse en février en général. Mais voilà, on est à l'écoute, Jean est à l'écoute des associations. Si elles ont un souci particulier, un besoin particulier, on est à l'écoute et on s'adapte. Pas d'autres questions? Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Ah, pardon. Je dois juste préciser que Christophe ne prendra pas part au vote puisqu'il est intéressé par une des associations. Donc, comme on dit, il va se déporter du vote. Oui, monsieur Didier Laurent, je vous ai coupé la... Est-ce que, alors sans nommer les associations, est-ce qu'il y a des projets qui ont été refusés c'est pas pour pointer du doigt telle ou telle association, mais est-ce que vous avez... Non? Oui. Ok, d'accord. Donc parce que le projet n'était pas suffisamment mûr ou... Après, il faut aussi se dire que quand les associations, elles touchent une subvention, et à chaque fois qu'elles font un truc, elles demandent une rallonge, voilà, on juge aussi ça. Soit ça paraît exceptionnel et ça ne nous paraît pas rentrer dans le fonctionnement quotidien de la vie de l'association. Là, on peut les accompagner. Puis après, c'est un événement qui peut rentrer dans le fonctionnement global de l'association, on ne le prend pas en compte. Et on regarde aussi la situation financière de la commune, puisque donner des subventions à des communes qui ont des magots c'est relatif à l'échelle des associations du Fontanil. Mais voilà, on essaye aussi de regarder ça, même si les associations qui ont des économies, on ne leur dit pas, on ne vous donne plus de subventions, on les accompagne malgré tout, mais voilà, on est plus vigilant. Plus de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération suivante est le tableau récapitulatif annuel des indemnités perçues par les élus. Et vous avez le tableau qui vous récapitule conformément à la nouvelle
la nouvelle loi le montant qui est perçu par l'ensemble des élus. Est-ce que ça a apporté des questions, des remarques? Non. Donc je sais pas, il faut le voter ou pas? Hein? Oui. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. L'adhésion au service commun accessibilité de Grenoble-Alpes Métropole. Donc ça revient un peu sur la thématique qu'on abordait tout à l'heure, en sachant que les sujets sont nombreux, qu'il y a un certain nombre de spécificités à connaître. Donc la métropole a souhaité mettre en place un service commun en mettant à disposition un technicien chargé de mission accessibilité, pour être exact, un agent de catégorie A, qui permettra de donner des conseils aux communes et de les accompagner dans leurs projets. Et donc, le coût de cet agent, par le biais de notre adhésion au service commun, sera refacturé aux communes à proportion de l'utilisation du dit agent. Donc, la métro met en place plusieurs services communs. Tant sur certains, on n'est pas convaincu, donc on n'y adhère pas, et certains nous paraissent tout à fait opportuns. Et c'est le cas de ce service commun auquel il nous est demandé d'adhérer. Vous voyez à la fin que vous avez un grand nombre plusieurs communes qui adhèrent. Il y aura la commune de Claye, de Coran, de Domaine, d'Ebens, de Fontaine, de Jarry, du Fontanil, de Mélan, du Pont-de-Claye, de Poisat, de Saint-Égrève, de Saint-Martin-d'Air, de Cessinay-Parisais, j'arrive bientôt au bout, de Varsalières-Hérissay et la commune de Vif. Voilà. Des questions sur cette adhésion et sur le fait de m'autoriser, d'autoriser l'adhésion au service commun et de m'autoriser à signer la convention qui est annexée à votre délibération. Visil, j'ai oublié. J'ai dû sauter la page. Oh là là. Si on oublie Visil. Pas de questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. L'ordre du jour des délibérations est épuisé. Il me reste à vous donner lecture des décisions administratives qui ont été prises depuis le précédent conseil. La première concerne une demande de subvention au conseil départemental pour les actions en matière de lecture publique, donc en direction de notre médiathèque. Donc c'est une délibération qu'on prend chaque année. Il vous est proposé de redemander cette année pour nous accompagner dans toutes les actions qui sont faites en direction principalement de la jeunesse. Donc on demande le taux le plus élevé en sachant que la subvention n'est pas d'un gros montant, mais c'est toujours ça de prix. La décision, donc celle-là, était du 25 novembre, je crois, je ne sais plus dans quel... Non. Du 25 novembre. La suivante est également une demande de subvention au conseil départemental, mais là, c'est pour le fonctionnement de l'école de musique, principalement sur la partie jeune également. Et c'est également une décision administrative du 25 novembre. La suivante est une demande de subvention également au département, mais là, ça concerne la dotation territoriale. Et c'est une demande qui vise à prendre en compte une aide qu'on va solliciter pour nos travaux de sécurisation et modernisation de l'éclairage public. On avait estimé le montant en amont à 37 895 € de travaux hors taxes. La subvention départementale dans le cadre de la dotation territoriale était un pourcentage. Le pourcentage étant de 22,5%. Nous espérons, et nous devrions obtenir, si tout va bien, 2 526,46 € et la commune
autofinancera les 29 000 € restants. Sachant que les travaux pourraient être engagés après la conférence territoriale qui se tiendra entre fin février et début mars. Et enfin, la dernière décision administrative qui date du 26 novembre concerne le marché de services d'assurance. Rappelez qu'on avait fait une réunion le 26 novembre, justement, pour étudier l'offre, et en l'occurrence, on parlait du marché flotte automobile, donc qui est marchandises transportées et automission des représentants légaux et des préposés. Se rappeler juste que l'assureur qu'on avait à résilier le contrat avait fait 1er janvier 2025, donc on a dû relancer une consultation en septembre 2024 pour cette partie de nos assurances, que malheureusement, on n'a reçu qu'une offre, celle de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, pour un montant de 5 955,70 € pour l'offre de base flotte automobile, et des prestations complémentaires à hauteur de 600 € pour marchandises transportées, 600 € pour automission des représentants légaux et 600 € supplémentaires pour automission des préposés, ce qui nous fait une augmentation de notre prime de l'environ 25 à 30%, je ne sais plus le pourcentage exact. Et comme de toute façon, on n'avait qu'une réponse, on n'a pas eu le choix que d'accepter. Et je veux juste rappeler que l'assureur a résilié notre contrat alors qu'on n'avait fait aucune déclaration de sinistre. Mais par contre, on n'a aucune explication de la part de notre assureur. Voilà, je vous ai tout dit. Donc, avant de clore le conseil municipal, savoir si parmi les élus, il y avait des questions. Ne vous sentez pas obligé, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. C'est pas trop tard. Bon, alors donc s'il n'y a plus de questions, je vous invite à partager un moment de convivialité. Donc restez là, ne partez pas tout de suite, puisqu'on va sortir les bouteilles et les pâtisseries qui vont bien pour fêter cette fin d'année. Donc merci à vous pour votre patience. Prochain conseil municipal début février, je ne sais plus le 11 février apparemment. Voilà. Prochain conseil 11 février. Vous rappelez que vous êtes bien entendu tous invités, mais ça coule de source au vœu. Début d'année prochaine. Merci à tous.